Bien, donc nous allons commencer par donner la parole à Marc, hein. Ok, ça marche. Oui, bonjour à toutes et tous. Ouais, quelques messages un peu clés par rapport au lancement de ce projet et puis la mise en place et l'impact par rapport à votre job. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que cette gestion commerciale et cette GED est structurante au niveau d'ICI, structurante au niveau de l'utilisation de la société de manière globale, mais surtout vous, acteurs commerciaux, pour nous, c'est important d'être dedans. C'est important d'y être présent et d'être un acteur. Alors l'objectif, et je ne sais pas si vous vous rappelez début d'année, c'était Gebhardt de dire gagnons en productivité. Cette GED doit nous permettre de gagner à la fois en efficacité et en productivité. Pourquoi? Parce que déjà, ça va permettre aussi d'améliorer le travail d'équipe. Je suis absent, je suis en clientèle, je suis à l'extérieur. Tous les documents sont accessibles et on rend l'ensemble accessible en étant capable de partager l'ensemble des documents. Et le point clé dans l'ensemble des documents, c'est aussi d'être sur à la fois le bon document, la bonne version, l'ensemble des éléments. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément clé, c'est être capable de le faire. Et autant la force commerciale doit être à la fois consommatrice de ce service de GED, mais avant d'être consommateur du service de GED, il faut déjà être acteur. Voilà, donc pour moi, c'est un message que je voulais faire passer, c'est que pour relever ce défi et bien travailler au quotidien, il est indispensable de rentrer à fond dans ce projet de GED et d'être nous-mêmes acteurs de cette transformation numérique d'ICI et qui ira dans le sens de vous aider au quotidien dans votre job. Voilà, donc à vous de jouer côté commerce, pour être de bons acteurs côté GED. Ok, merci Marc. Je vais reprendre la main. Donc, le sommaire de notre présentation va être le suivant. Donc, on va regarder un petit peu Alfresco, on fera une démonstration, bien entendu, du produit et notamment de la liaison qu'il y a entre Sugar et Alfresco. Mais tout d'abord, j'aimerais pouvoir remercier les acteurs de ce projet, en fait, qui fait suite au projet contrat, qui est opérationnel déjà depuis 18 mois. Vous savez que chez ICI, l'ensemble des contrats commerciaux sont centralisés dans la GED Alfresco. Et donc ça, c'est la deuxième partie en fait de ce projet de GED qui vise à regrouper l'ensemble des documents en fait au sein d'un référentiel unique, les documents engageants ICI. Et donc c'est la partie maintenant gestion commerciale. Donc parmi les acteurs, que je remercie encore une fois, donc le groupe de travail de la maîtrise d'ouvrage, à Rennes, donc on avait Morgane, on avait Sylvie sur Nantes, on avait Olivier Gentil, on avait Pierre Richaud, Arnaud sur la partie des consultants, ainsi que Laurent Galuret et Jocelyn sur la partie, bien sûr, contrôle de gestion. Ces gens-là ont participé à l'élaboration des besoins et le classement documentaire et l'équipe de réalisation qui a été fait, le projet a été réalisé à Rennes. Et donc, Johan Moyon en tant que chef de projet, avec Antoine Timonier, Renaud Ledelec qui a repris la main, et Damien sur l'informatique interne pour la partie intégration et récupération, reprise des documents existants. Et je remercie également Aurélie Coulange pour la conduite du changement, donc l'élaboration des documents avec le studio. Alors Alfresco pourquoi faire? Donc vous savez que tous les documents commerciaux qui sont émis de façon par la messagerie ou qui sont émis d'une autre façon engagent en fait ICI. Donc ce n'est pas que des propositions commerciales, mais tout ce qui peut exister effectivement est engageant. Mais donc un document commercial lui-même, une proposition commerciale, c'est pas encore un contrat, mais c'est déjà quelque chose qui est engageant pour ICI. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaite consolider tous ces documents et les mettre dans un lieu unique. Aujourd'hui, quand on cherche des documents, on a beaucoup de difficultés à les retrouver. On cherche partout et on a quelquefois la difficulté, c'est de savoir si le document est bien dans sa dernière version ou pas. Et là, en l'occurrence, c'est un des problèmes que nous avons et on souhaite pouvoir récupérer bien le document dans sa dernière version. Et lorsque on cherche un document, encore faut-il que ce document, effectivement, ait été bien publié. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a, je ferai référence par exemple à cet été, ce qui s'est passé, on a cherché un document qui a été émis auprès d'un client. C'était la version 2 qu'il fallait réaliser et c'était en plein mois d'août. On n'a jamais trouvé la version 1 qui avait été envoyée au client. Donc c'est également extrêmement important, bien entendu, de déployer les documents en temps et en heure.
dès qu'on va faire une proposition commerciale, il faudra que ce document soit tout de suite publié au niveau du système. Travailler sur un contrat, par exemple, moi je sais quelque chose, parce que je suis souvent sur la fin des éléments, et donc les éléments contractuels. Retrouver la proposition, pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Et donc, il faut bien entendu récupérer la proposition et la dernière version de la proposition. Donc, trouver les documents, c'est quelquefois complexe. Et là, le référentiel unique va nous permettre à tous de gagner du temps afin effectivement de pouvoir retrouver facilement et efficacement les documents qui ont été émis. Alors bien entendu, les chercher, c'est bien, ils seront classés. Et donc on a un référentiel de classement. Ce référentiel de classement, il est valable pour tout, depuis la gestion commerciale jusqu'au contrat. Et c'est homogène sur l'ensemble des dossiers, sur l'ensemble des clients et l'ensemble des agences. Et on peut y accéder depuis l'extérieur, depuis l'intérieur, par l'intermédiaire du portail d'AICI. Donc même si vous êtes en congé ou si vous êtes éloigné, vous avez l'accès aux documents par l'intermédiaire du portail. C'est un gain de temps, c'est indéniable, et j'espère que vous allez pouvoir en profiter, bien entendu, assez facilement, puisque vous mettrez en œuvre les documents dès cette semaine. L'état d'usage d'Alfresco, c'est un réflexe, ça doit devenir réflexe pour chacun d'entre vous. Je décide de répondre à un appel d'offres, mon réflexe, et je publie le référentiel effectivement de cet appel d'offres dans la GED. J'émets une proposition, le réflexe, je publie la proposition dans la GED. Je complète une fiche Go-No-Go, mon réflexe c'est de publier dans Alfresco le document. J'analyse la rentabilité de l'affaire, je dois publier également ce document. C'est important, sinon je ne le retrouverai pas. Et n'oublions pas qu'on travaille de plus en plus de façon transverse, et donc il faut partager à un endroit où tout le monde puisse retrouver le document de façon simple et rapide. Quels sont les documents qui sont concernés? Tous les documents commerciaux sont concernés. Les cahiers des charges et leurs annexes, les dossiers de référencement, les fiches Go-No-Go, les tableaux de marge prévisionnelle, le fichier de chiffrage, les cotations fournisseurs, les propositions commerciales qui sont émises, les bons de commande quand on les reçoit de chez les clients, les conventions de formation, bien entendu, et les contrats. Donc, conventions de formation et contrats, ce sont déjà des choses qui sont publiées aujourd'hui et à jour, et merci aux assistantes de s'en occuper. Et les avenants, pareil, donc dès qu'on va émettre les avenants, il faudra les publier. Et les échanges de courriers qui sont importants, eh bien, on a un dossier pour pouvoir les récupérer. Pour chacun de ces documents-là, il a été imaginé un dossier de rangement. Ce dossier de rangement, vous le retrouverez dans Connection. Je vous publierai les dossiers correspondant à chacun des documents. Alors, Sugar et Alfresco, il y a un lien direct entre Sugar et Alfresco. Quel est ce lien? Dès que vous allez numéroter une affaire en cochant « Je numérote l'affaire », dès lors, vous créez l'arborescence dans Alfresco. Donc, pour vous, en termes d'usage, il n'y a pas de changement. Il suffit de cocher la case de numérotation dans Sugar et ça génère automatiquement l'environnement d'accueil dans Alfresco. Donc là, par exemple, je vois l'affaire en bas à gauche, vous voyez le numéro de proposition, la 1509001 pour le client qui s'appelle Verlingue. L'affaire s'appelle évolution sur la plateforme BI, test. Eh bien, quand je regarde dans l'arborescence d'Alfresco, je me retrouve au niveau de l'agence, agence Nord-Ouest, par exemple, la première lettre du nom du client, V comme Verlingue, ensuite le nom du client, Verlingue, ensuite le numéro de ma proposition, RB 1509001, avec son libellé qui est le libellé de l'affaire que je trouve dans Sugar, évolution de la plateforme BI, test, etc. Et dessous, j'ai toute l'arborescence donc, qui a été créée pour la partie avant-vente et pour la partie contractuelle. Donc tout ça, c'est une création automatique et dynamique de l'ensemble documentaire. Alors, Didier, je voulais juste compléter un point là-dessus. Ce numéro de proposition, il est normalement généré quand on est en phase dite de proposition, quand je vais émettre une proposition. Là, aujourd'hui, vous pourrez de suite, et il faudra de suite créer
ce dossier afin de pouvoir stocker dès le début le cahier des charges. Donc, mais on ne sera pas, ce ne sera pas lié en soi au statut, ce sera lié directement à la création automatiquement de l'affaire. Voilà pour la précision. Merci de la précision. Excuse-moi un petit point, Didier, c'est Guillaume là. Je vois pas, parce que tu as changé de page, donc je vois plus la précédente page. Il ne me semble pas de voir dans le dossier du client, merci, dans avant-vente, tu as haute proposition commerciale synthèse financière, mais où se situe le dossier cahier des charges ou appel d'offres? Je te le montrerai tout à l'heure dans la démonstration. On verra ça. Bon. Il y est. Alors, vous comprenez bien donc ce référentiel unique. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir un seul document, un seul exemplaire officiel et qui est partagé par tous et donc accessible pour tout le monde. Donc l'objectif, c'est de ne pas avoir de doublons. De plus, on peut gérer les versions de façon automatique. Donc dès qu'on envoie une nouvelle version au client, eh bien, on va déployer le nouveau document et de ce fait, ça génère une nouvelle version. Et l'historique des documents est enregistré, ce qui nous permet de pouvoir revoir ce qui a été fait sur la version précédente, si on veut analyser les écarts budgétaires, par exemple, si on a fait 2 versions. Et encore une fois, c'est partagé par tous. Dernier point, c'est un accès protégé, rapide. Donc, seules les personnes qui sont inscrites peuvent y accéder. Certains ont le droit de publier les documents, d'autres n'ont les droits que de lecture. Globalement, c'est le comité opération qui peut accéder sur Alfresco, donc les chefs de projet, les directeurs de projet, les héros, les commerciaux, les assistantes, donc tout le monde y a accès et permet de pouvoir donc partager ce référentiel documentaire. L'information, elle est fiable, elle est à jour, parce que le document, vous avez fait le nécessaire pour le publier et qu'il est unique. Et qu'on est certain, bien entendu, d'avoir la dernière version. C'est standardisé, le renommage automatique des documents fait qu'on n'a pas de problème, on a le nom du client, on a le numéro d'affaires, on a le libellé de l'affaire qui est commun, et donc tout ça c'est fait de façon automatique au moment de la création. Donc ça participe à la lisibilité de l'information et son exploitation. Enfin, tout ce qui est déployé est tracé, il y a un journal d'activité qui permet de voir un petit peu tout ce qui se fait sur un dossier et sur un document en particulier. Les plus, vous avez compris, un document qui est disponible dans une application qui est accessible facilement, immédiatement, à la bonne version, pas de confusion possible auprès des personnes qui sont autorisées et accessible en tout lieu. Donc la solution d'Alfresco, on centralise bien l'information, on la partage de façon très efficace et on capitalise également sur les informations. Pourquoi capitaliser? Eh bien, lorsque j'ai une proposition gagnante à un endroit, quand je suis chef de projet et que je veux retrouver pourquoi elle a été gagnante et qu'est-ce qu'il y avait dans la proposition qui a permis de gagner, eh bien, je peux récupérer le document et je peux m'en inspirer. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important et qui est intéressant, c'est de capitaliser, de pouvoir reconstruire sur des choses qui ont déjà été faites. Bonjour à tous, Christophe et Cédric. Excusez-moi pour le retard. Bonjour Christophe. Qui fait quoi? Donc les deux principaux intervenants sur la jet commerciale, c'est le commercial et l'assistante. Que fait le commercial? Le commercial, il numérote l'affaire dans Fugard. Le commercial dépose le cahier des charges et les appels d'offres. Il dépose les analyses de rentabilité, les fiches de go-no-go et les propositions commerciales. Le rôle des assistantes, c'est de déposer les contrats et de compléter les notices sur les contrats. Donc les assistantes n'ont pas pour rôle de déposer les informations commerciales. Tout ça, ça doit être un réflexe. C'est nouveau, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. À votre disposition dans Connection, vous avez 2 documents. Vous avez le document de présentation, celui que vous avez là actuellement à l'affichage, et vous avez un triptyque recto verso qui vous donne le modèle de fonctionnement de la jet d'Alfresco, si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment faire, etc. C'est un petit guide qui vous sortira de votre position et qui vous aidera bien. Donc c'est un document au format Word, vous l'imprimez recto verso et vous le pliez
et ça marche tout seul, à conserver bien entendu à côté de vous. Et puis je vous communiquerai bien entendu aussi dans Connection les dossiers de rangement disant tel document se trouve à mettre dans tel dossier, parce que ça ne se trouve pas en fait dans le petit triptyque. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de faire une démonstration et donc de suivre le cycle de vie depuis Sugar vers Alfresco, déployer des documents et regarder la solution. Alors on va commencer tout de suite par se mettre dans Sugar. Donc je suis dans Sugar et je vais aller sur un client qui est un bon client, c'est Test Didier, que vous ne connaissez sans doute pas. Alors, Test Didier, j'ai une affaire en cours qui est une affaire de déploiement d'Office 365. Cette affaire, donc, j'ai déjà créée et l'avant-vente, Florian me dit, écoute, c'est une affaire qui est super, il faut qu'on la fasse. Et l'analyse go-no-go, qu'on a pu faire éventuellement, nous analyse le fait qu'on doit y aller. Donc, on décide de répondre à cette proposition commerciale, à ce cahier des charges. Donc je suis dans Sugar, qu'est-ce que je fais? J'édite mon affaire, j'ai pris un petit peu de temps, donc je l'ai fait préalablement. Je clique sur numéroter la proposition, je sauvegarde, et là, à ce moment-là, le système va me générer automatiquement l'arborescence dans Alfresco. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? Maintenant, je me retrouve donc avec une affaire qui est créée, sur laquelle vous connaissez déjà, parce que ça ne change pas grand-chose. Vous avez le lien vers documents contractuels, pour ceux qui n'y ont jamais été. Jusqu'à présent, ça allait sur le répertoire dans lequel se trouve en fait le contrat quand il a été signé. En l'occurrence, maintenant, ça va plus loin, puisque si je clique dessus, eh bien, je vais aller directement sur la partie Alfresco et voir l'ensemble documentaire correspondant à cette affaire, puisque l'affaire, j'ai bien décidé que j'allais y répondre. Alors, première connexion. Pour ceux qui n'ont jamais été connectés sur Alfresco, dans cette première connexion, vous devez mettre votre identifiant. C'est une authentification qu'on appelle CAF. Et donc une fois que l'identifiant est renseigné, eh bien ça renseigne ça automatiquement ensuite pour les fois suivantes. Donc en cliquant sur le lien, je me retrouve dans la partie Alfresco avec un dossier qui me parle donc du déploiement Office 365. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Je clique sur le dossier et je retrouve l'ensemble de l'arborescence me permettant de pouvoir déployer mes différents documents, dont les documents clients, etc. Alors, je suis dans Alfresco, sur la page où je suis connecté avec mon nom, ici. Je suis dans un espace qui s'appelle Gestion commerciale, que vous avez en haut à gauche, et je suis dans l'espace documentaire. Qu'est-ce que j'ai? À gauche, j'ai tout ce qui concerne la partie arborescence. Vous pouvez déplacer à votre guise l'élément ici, si vous avez besoin de lire plus en avant l'ensemble, bien sûr, des affaires qui ont été signées sur le compte. Dans Fichier, Documents, je suis sur le siège, un client qui est, la première lettre de son nom c'est T, Test Didier, et l'affaire qui a été créée c'est le SG 1511002. Je le retrouve ici. L'arborescence de droite, j'ai cliqué sur le document, l'arborescence de droite me donne les sous-dossiers de rangement pour l'ensemble de mes affaires. Et ici je retrouve le fil d'Ariane avec documents, siège, la lettre T, le client Test Didier et mon affaire SG 1511002, déploiement Office 365. Donc je retrouve bien le code de l'affaire et le libellé de l'affaire qui a été créé dans Sugar. Alors faites attention au libellé d'affaires, faites-les corrects, de façon qu'il soit, bien entendu, le plus exploitable possible. À noter, au niveau des libellés d'affaires, que lorsque l'affaire est signée et que l'assistante reprend à son compte le document pour pouvoir faire le lancement de l'affaire, elle change les libellés d'affaires de façon que ça corresponde bien aux propositions commerciales et aux contrats signés avec le client pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la facturation. Je vous rappelle que ce libellé d'affaires est repris
en tant qu'intitulé pour la facture. Et pour qu'il soit parfaitement clair, les assistantes les rechangent. Elles les changent dans le lancement d'affaires dans la base CO et ça aura directement un impact sur Alfresco puisque les documents seront renommés avec le dernier libellé de l'affaire. Donc ce sera parfaitement clair. Question aujourd'hui, je crée une première affaire avec un premier libellé. Au cours du cycle de vente, mon affaire évolue. J'ai bien un numéro qui est fixe, mais je peux quand même modifier mon libellé au fur et à mesure du cycle de vente. Tu peux modifier dans la partie Sugar le libellé si tu en as envie, mais il n'y a pas d'impact sur Alfresco. Le seul impact, c'est depuis la base CO lorsque c'est signé. Mais comme il y a un lien et que le numéro d'affaires ne change pas, de toute façon, quand tu es sur Sugar, tu cliques dessus et tu tombes sur le dossier correspondant. D'accord, ce qui fait quoi, c'est le Didier, numéro d'affaires. question corollaire du coup à ce que vient de dire Marc là. Ça veut dire qu'on n'a pas vocation à aller changer les noms dans les arborescences Alfresco. Non, ne changez pas les noms dans les arborescences, ça ne sert à rien. Ok. Ok. Bien, ça c'était la première façon. Donc depuis Sugar, le lien existant, ça ouvre automatiquement Alfresco sur le bon numéro de dossier. Autre façon d'accéder, c'est depuis le portail. Comment accéder à Alfresco depuis le portail? C'est un outil, donc je vais dans mes outils et j'ai le lien ici à gauche, Alfresco. Je clique sur Alfresco et je tombe directement sur la partie du tableau de bord d'Alfresco. Alors qu'est-ce que c'est que le tableau de bord d'Alfresco? Vous avez différents composants, on va appeler ça des dashlets, c'est le vocabulaire d'Alfresco. Donc vous avez toujours votre nom en haut à droite. Et ici, sur la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle mes sites. Dans mes sites, ce sont les sites auxquels vous avez accès. Et notamment, il y en a un qui s'appelle gestion commerciale. C'est celui-là qui consolide l'ensemble des informations commerciales et contractuelles. Vous avez une petite étoile en dessous. Voilà, j'ai déjà mis. Donc, cliquez sur la petite étoile. Si elle n'est pas encore jaune, elle est grise. Et ça va vous mettre dans les favoris. Les favoris, c'est ce que vous trouvez ici. Quand vous faites site, vous avez vos favoris. Donc il y a un ensemble effectivement de sites qui existent dans Alfresco. Notamment, il y a le site correspondant aux documents types, les documents qualité, les contrats de partenariat, le comité opération dans lequel vous avez les comptes rendus, le comité technique dans lequel se trouvent tous les comptes rendus également. Donc tout ça, c'est à l'intérieur. Donc il y a de plus en plus de sites qui sont dans la GED. Donc mettez bien cliquez sur les sites, la petite étoile pour l'avoir dans les favoris, ce qui vous permettra d'y accéder plus facilement, puisque cette barre en haut reste toujours affichée. Le deuxième élément que vous allez avoir, c'est mes tâches, ici. Il est possible, dans mes tâches, que vous ayez des actions, notamment des invitations à venir vous connecter sur un nouvel espace documentaire. Donc regardez à cet endroit-là. Si vous avez une invitation, il faut que vous cliquiez dessus pour pouvoir accepter. Donc à chaque fois, vous serez dans mon tableau de bord, vous avez l'invitation en bas à gauche, et à ce moment-là, ça vous donne accès directement à ce nouvel espace documentaire qui peut être créé. Le suivi de flux d'activité, qui est traditionnel, qu'on peut trouver avec les personnes qui ont ajouté des documents, par exemple. Et puis ici, ce sont mes propres documents dans mes favoris, donc les documents que j'ai pu mettre. Je vais aller dans le site maintenant qui s'appelle gestion commerciale, donc j'y accède à partir de mes sites par exemple, et je retrouve ici un espace complet du site de gestion commerciale. Donc je ne suis pas encore dans l'arborescence documentaire, je suis juste dans les dashlets qui présentent l'espace de gestion commerciale. Je vois ici gestion commerciale et je suis sur le tableau de bord. L'ensemble des membres du site est mis sur la partie gauche avec leur rôle. Vous avez des gestionnaires, des lecteurs. Donc les gestionnaires, ce sont des gens qui peuvent déployer des documents et les lecteurs sont des gens qui peuvent uniquement les lire et les charger. Les derniers documents que j'ai pu mettre dans le site et le fil des activités avec les documents qui ont été publiés récemment. Pour accéder à l'espace documentaire, je clique sur espace documentaire et je retrouve ici les documents avec sur la partie gauche l'arborescence des documents. Donc si je veux aller sur siège test Didier, je vais sur la liste T.
test Didier, et là je retrouve ici l'ensemble des documents, l'ensemble des dossiers, pardon, excusez-moi, correspondant à un test Didier, par ordre antichronologique. Donc chronologique, pardon. Le plus récent étant à la fin et le plus ancien étant au début. Maintenant, si je clique sur le nom, sur la droite, j'ai la liste également des dossiers, mais classés par ordre antichronologique. Pour les clients qui ont énormément de dossiers, eh bien les premiers dossiers se trouvent sur le dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable. Le changer ici, par contre, n'est pas faisable. Donc voilà, on a l'ensemble des documents qui se trouvent être présents. Donc le dernier, c'est le SG 15 11 002, déploiement Office 365, que j'ai découvert. Je vais me positionner maintenant sur les documents, donc l'affaire gestion donc, de commandes. Je vais aller dans les documents clients. Je vais ici dans les documents clients, dans le cahier des charges et les annexes. Et il me demande de glisser, déposer les documents à cet endroit. Je vais aller dans les documents, là je vais faire un exemple. Je prends mes documents qui se trouvent ici en l'occurrence sur mon disque local. J'ai 5 documents, je prends mes 5 documents, je glisse les documents dans l'espace. Vous voyez l'espace, il y a un carré bleu qui se met au-dessus en disant « Ah, il trouve bien quelque chose de tactile à cet endroit-là et donc ça c'est intéressant. » Si je ne suis pas dans le bleu, donc il ne va rien se passer, j'ai un petit interdiction qui se met en bas de l'icône. Je me remets donc bien dans mon espace bleu et là, il me fait plus la copie. Je lâche. Et les documents sont chargés automatiquement, les uns derrière les autres, dans mon espace. Voilà. Je retrouve l'espace. Les documents ont tous été renommés. Regardez bien. Je me retrouve bien à avoir un document ici avec le numéro de la proposition plus le libellé du document que j'avais précédemment. Il s'appelait Jacques, journal d'assurance qualité. Et ici, il se retrouve bien numéro de document, Jacques. Donc c'est pratique parce que si j'avais 2 journaux d'assurance qualité à 2 endroits différents, eh bien j'aurais un risque d'avoir des documents qui sont doublonnés. Là, en l'occurrence, avec le numéro de proposition qui se trouve devant, je suis certain d'avoir des documents uniques. Sur la première partie, je retrouve le logo du type de document, .xlx, .ods, .doc, .pdf, et donc ça permet de voir et d'illustrer ainsi les documents qui ont été créés. Je retrouve la personne qui l'a créé, la taille du document et un certain nombre de petits éléments liés aux réseaux sociaux usuels comme liker, commenter, partager, etc. que vous pouvez avoir usuellement sur ce type d'application. Maintenant, ce qui nous intéresse, pour être efficace dans notre élément, c'est d'aller visualiser un document. Donc je vais aller sur un document PDF. Le document PDF, il se met donc sur la partie gauche. Je me retrouve à avoir une prévisualisation en fait du document. C'est un PDF, il est directement affichable sans être obligé de le télécharger. Je peux l'avoir plein écran et à ce moment-là, ça me permet de pouvoir me monter comme ça d'élément en élément sur ce type documentaire. Si je veux le télécharger, je le télécharge. Si je veux le visualiser, etc., j'ai un certain nombre d'éléments d'actions qui me permettent de pouvoir accéder à ce document. Mon fil d'Ariane pour retrouver le dossier sur lequel j'étais. C'est pareil, si je veux aller sur un document, vous voyez que là, tout à l'heure c'était des vignettes, maintenant il m'a créé une vignette qui me montre en fait la première page du document, le temps qu'il le fasse un petit peu, c'est-à-dire quelques secondes. Et maintenant, la prévisualisation me permet également de voir le document en lui-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur la partie droite, donc les actions, télécharger le document, visualiser dans le navigateur si j'ai envie, si je ne veux pas utiliser l'option plein écran ou la maximisation, ou alors parce qu'il n'y a pas d'aperçu possible pour ce type de document, donc j'utilise à ce moment-là la visualisation et les options du navigateur. On verra tout à l'heure la mise à jour. Ensuite, les propriétés, je retrouve bien le nom de mon document. Il vient de Sugar, numéro d'affaires, son libellé. Le client s'appelle Test Didier. Bon, c'est pas une affaire signée, bien entendu. La gestion commerciale, je sais pas du contrat, donc ici, je n'ai pas d'informations. Lorsque j'aurai des informations contractuelles, j'aurai des informations qui seront renseignées ici.
les droits d'accès, et là, j'ai l'historique des versions. En l'occurrence, pour le moment, il n'y a qu'une seule version. Je vais publier une deuxième version. Vous allez voir ici qu'il y a dans l'historique eh bien l'ensemble des versions qui est faite. Comment je fais pour faire une mise à jour? Eh bien, il suffit de cliquer ici sur mettre à jour le document. Et là, il me demande, c'est quelque chose d'usuel que vous connaissez, sélectionner le fichier ajouté. Il m'affiche les téléchargements, par exemple. Je vais dans le dossier client, etc. Je reprends un document, peu importe, hein, je vais mettre égal. Voilà. Je dis si c'est un changement majeur ou un changement mineur. Donc là, ici, en l'occurrence, du fait d'avoir modifié le prix de ma proposition commerciale, c'est un changement majeur. Si c'était juste une modification, je dirais mineure, donc en l'occurrence de libellé ou d'éléments comme celui-là, je pourrais dire que ce sont des changements mineurs. Mais dès que j'ai un changement de prix, je vous demande de faire des changements majeurs et donc à ce moment-là, de cliquer au bon endroit pour dire que c'est un changement majeur. Périmètre et de prix, voilà, par exemple. Je renseigne un petit peu, j'importe dans l'entrepôt et mon document se retrouve modifié. Automatiquement, donc j'avais tout à l'heure un document qui était un document de type Excel. Là maintenant, je me retrouve avec un document qui est un document de type Word et la vignette d'affichage, vous voyez, est différente puisqu'il prend bien en compte maintenant le fait que c'était un document Word. Qu'est-ce que j'ai en bas? Dans mon historique, en bas à droite, je retrouve ici la dernière version qui a été faite par Didier Convel. Il s'appelle toujours JActu Journal d'assurance qualité puisque c'est une nouvelle version. En l'occurrence, moi j'ai pris n'importe quoi, faites pas comme moi. Et là ici, j'avais la version 1 préalablement. Et là, j'ai mon libellé pour dire que c'était une modification de périmètre et de prix. Donc ça qui me permet comme ça de pouvoir bien voir les évolutions documentaires à l'intérieur de ma GED. Pour pouvoir visualiser les documents, vous avez dit obligatoirement la nécessité de télécharger le plugin Flash. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, à la première connexion, vous allez voir un espace qui sera grisé dans lequel ce sera marqué télécharger le plugin Flash, etc. Bon, vous avez l'habitude, vous suivez les instructions, ça télécharge le plugin et après vous aurez la capacité à visualiser ainsi les documents ou visualiser simplement la vignette de base en fonction du type de document que c'est. Maintenant, j'ai retrouvé mon document parce que j'étais dessus. Mais qu'en est-il lorsque je suis un petit peu éloigné et qu'on me dit il faut que tu retrouves le document qui est le NG15-11002. Comment ça se passe? Je suis dans l'espace documentaire. Eh bien, par exemple, si je veux retrouver ce dossier, je me mets dans la mire de recherche en haut à droite et je tape simplement NG15-01-0002. Par exemple, le numéro de dossier. Voilà. Et là, il m'a retrouvé mon dossier, le LG15-11002. Et il m'a retrouvé l'ensemble des documents qui correspondaient à ce dossier. Là, je l'ai en vrac, mais si je clique directement sur le dossier, de nouveau, je retrouve mon arborescence. Donc là, les documents clients dans lesquels j'ai mon cahier des charges et mes annexes et dans lesquels j'ai les documents que j'ai publiés. Maintenant, on me dit, il faut que tu recherches Keolis dans l'espace documentaire. Ah, c'est Keolis, je vais donc rechercher un nom de client, Keolis par exemple. Et là, le système va me retrouver effectivement Keolis, les documents, les dossiers, etc. Je clique sur Keolis et je retrouve les projets que j'ai fait chez ce client. Maintenant, on me dit, oh, c'est un dossier, écoute, c'est un dossier qui s'appelle Keoshare. Le dossier s'appelle Keoshare, je cherche Keoshare et je retrouve dans Keolis, effectivement, ce qui concerne le dossier Keoshare avec la TMA Keoshare, le projet Keoshare, etc. Donc je vais sur le projet Keoshare et je retrouve facilement mon ensemble documentaire correspondant à Keoshare. Donc la recherche est très simple, donc il ne faut pas se prendre trop la tête. On a un mot-clé. Si le mot-clé se trouve bien dans le nom du dossier, eh bien on le retrouve assez facilement.
qu'en est-il des avenants et du traitement des avenants? Alors, je vous rappelle qu'un avenant, généralement, c'est toujours une affaire sur une affaire signée. Alors, si je suis sur une affaire signée, donc je suis dans mon Sugar, je cherche donc mon client Test Didier qui est un excellent client, on sait bien. Test Didier, j'ai donc des affaires en cours, et là, en l'occurrence, j'ai un avenant correspondant sur lors de la mise en œuvre de l'intranet. Alors, on va aller sur cet avenant-là. Donc, la mise en œuvre de l'intranet, ça concerne donc une affaire de base, mise en œuvre d'intranet qui a été signée. Et donc, j'ai créé mon avenant, je décide d'y répondre. Je vais sur éditer mon affaire, je vais donc déclarer, générer mon numéro de proposition, je sauvegarde. Et là, le système fait comme pour une affaire primaire, il va créer l'arborescence correspondant à mon affaire donc de gestion des sites intranet RH. Je vais dessus, je retrouve mon affaire principale, et là dans l'affaire principale, j'ai dans contrat et commande, pardon, excusez-moi, petite erreur ici. Clac, clac. Proposition couverte, non. Je ne retrouve pas ce qui devrait se créer. À savoir, tiens, c'est assez curieux. Normalement, je devrais recevoir dans l'arborescence un dossier qui s'appelle Avenant. Alors, peut-être que je l'ai pas bien. Ah ben non, je suis pas au bon endroit, peut-être. Pardon. Voilà. Mon affaire de test, où est-elle? Alors, ici. Oh, je ne retrouve pas. Désolé. Ah oui, non, je suis pas forcément sur la bonne affaire. Bon, je vais aller sur une autre affaire. Non, je pense que c'est dans Sugar. T'avais pas validé un avenant dans Sugar. Voilà, bon, ouais, c'est possible. Donc, je suis sur Keolis, le Keoshare, et là, ici, sur l'affaire Keoshare, qui est une affaire réelle, vous voyez qu'ici, je trouve bien l'avenant donc, qui a été créé, parce que je me suis trompé dans mes éléments. Et donc, dans les avenants, j'ai mon avenant numéro 1, et qui a été créé, qui s'appelle donc Keoshare, projet d'un outil collaboratif avenant. En l'occurrence, donc, je n'ai pas une arborescence identique pour les avenants que pour les affaires principales. Les avenants se trouvent dans les affaires principales. Donc c'est là que je vais retrouver les éléments, ici, et j'ai un dossier qui se crée automatiquement et qui s'appelle avenant, et dans lequel j'ai donc tous les avenants qui sont les uns derrière les autres, et je vais avoir à la fois dans le document avenant, je vais y déposer la proposition et je vais y récupérer le bon de commande signé par le client. J'ai pas 36 documents, j'en ai que 2, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait de sous-arborescence pour la partie avenant. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est très clair. Très clair. C'est clair. C'est clair, merci. Merci. J'ai une question, Didier. Quel talent. Didier. J'ai Oui. une question, c'est Guillaume là. Oui, lorsque l'on crée une proposition, une proposition dans Sugar, donc il y a création automatique de cette proposition dans Alfresco avec le numéro de libellé et le libellé de l'affaire. Maintenant, ce que je comprends, c'est lorsque l'on modifie la proposition, elle conserve le même numéro. Ou quand il s'agit d'un contrat, d'une version de contrat qui peut évoluer sensiblement au cours de la négociation, il conserve toujours le même numéro. Ma question est la suivante, comment est-ce qu'on s'assure que le client, la référence PP 15023, c'est bien le bon document, on partage bien le même document, sachant que la référence est la même et que nous on a plusieurs versions. Alors, ta question est intéressante. En l'occurrence, lorsque vous êtes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès lors que vous êtes en phase de proposition pour votre client et que vous faites une nouvelle version pour le client, vous allez l'envoyer auprès du client, eh bien, il faut que vous publiez cette nouvelle version dans la GED. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, lorsque j'étais sur Siège.
test Didier. Et là, en l'occurrence, sur mon déploiement Office 365, qui est des charges, j'ai changé un document ici, qui peut être proposition commerciale, en l'occurrence. Et donc ici, je retrouve bien mes deux versions. La dernière version, c'est celle-là, c'est celle qui a été publiée. Mais c'est celle qui est... Oui, mais c'est bien. Il faut effectivement avoir ce réflexe. Oui, j'entends bien, il n'y a pas de problème là-dessus, mais la référence du document est la même. La référence du document est toujours la même. Après, il faut sur le document. Oui, mais alors si tu veux, comment est-ce qu'on fait Moi, j'avais l'habitude de faire une proposition avec le numéro et puis une V1, une V2, une V3, j'ai même jusqu'à des V6 ou des V7. Alors, oui. Comment fait-on dans ces cas-là pour s'assurer que le client ait la bonne version et qu'il travaille sur le même document que nous? Tu continues à faire au niveau du document V2, etc. Et ici, tu es bien sur une version 2, là, par exemple, tu vois. Voilà, tu es sur une version 2, en l'occurrence. Donc, tu es normalement bien sur la dernière version. Et le document que tu vas, toi, publier, il va toujours s'appeler version 2, également, dans son libellé, dans son texte. C'est-à-dire que là, ici, je vois, c'est marqué version V1.0 que toi, tu as renseigné dans le document. Oui. Alors c'est vrai que c'est le même document. Hein. C'est si ton client il te dit, je regarde et sur la page de garde je vois marqué version 2 et puis que tu regardes tu vois marqué version 1, c'est que c'est pas le même document vraisemblablement. Bon. Et Didier, pour que la GED Alfresco aurait pu gérer le numéro de version dans la propriété du document, non? Il y a un numéro de version, effectivement, ici, comme je vous expliquais, c'est les versions de publication, mais il n'y a pas de lien direct entre la version de publication dans Alfresco et le nom que l'on met sur le document dans Word. D'accord. Bon. De mon point de vue, c'est une petite source de confusion. Une source d'erreur avec un client. Ça aurait été bien que lorsque tu édites une nouvelle version, lorsque tu publies une nouvelle version, avec la même racine d'affaires, et bien automatiquement Alfresco donne V1, V2, V3, VN. Ça aurait été plus simple, je pense, en termes d'échange avec le client. Parce que là, on voit le numéro 2, mais c'est notre cuisine interne. Ça, le client, il ne voit pas le numéro 2. Non, le client, je te dis, il n'y a pas de lien entre Word, ou PowerPoint et puis et Alfresco. Donc, c'était effectivement... Non, mais je te parle pas de Word. Je dis que la génération de la référence dans Alfresco, idéalement, devrait générer V1, V2, V3. Dans le titre. Dans le titre, exactement. Dans le nom du doc, dans le nom du fichier. Dit autrement, est-ce que, suite à la référence, est-ce qu'on pourrait avoir un V1, V2, V3 de 0 là, ici. Avant le tiret. Non, mais dans le nom du fichier, en fait. Non, mais il sera... Alfresco, il va générer des versions dès lors que tu publies, que tu déclares que c'est une version majeure, une version mineure, il va numéroter. Et quand tu regardes le document, il y a le numéro qui se trouve là. Alors, qu'il se trouve ici ou qu'il se trouve là, je pense que c'est pareil. Mais tant qu'il n'y a pas de lien, effectivement, puisqu'il n'y a pas de lien entre le numéro que tu inscris ici dans ton document Word et celui d'Alfresco, tu auras toujours le risque d'avoir un écart. Donc, ce qui fait ce que disait Guillaume, tu vas visualiser ici. Ouais. Ce que disait Guillaume était intéressant, c'est que, tu vois, au lieu d'avoir le petit 2 là en grisé au bout du nom du fichier, le problème c'est que quand on va récupérer le fichier pour l'envoyer par mail au client, le client il va recevoir et on n'aura pas ce fameux V2. Donc l'idée c'était de savoir est-ce qu'il peut être mis dans le nom du document, après le SG 15110002, d'avoir V2 par exemple. Voilà. Tiret, Jacques, et puis là on laisse le nom du fichier. Exactement. Et là c'est parfait. Par exemple, hein, c'était une... Comme ça permettait d'être sûr que quand je prends le fichier dans la JET pour l'envoyer au client, je suis sûr de la version que j'envoie, et c'est surtout que quand il va répondre, je pourrais me dire c'était la V2 d'Alfresco. Et à la rigueur, ça devient plus que la seule référence. À la rigueur, le numéro de version interne au document, on s'en fout. Ça sert presque plus, quoi. Ouais. On peut effectivement remettre la version à l'intérieur du nom du document, peut-être. Il faut vérifier ça. C'est un si tu peux y accéder, si tu peux accéder à cette évolution qui j'espère est mineure, ce serait très bien parce que là il n'y aurait aucun doute dans la publication du document, ce qui peut arriver. Et donc là, en ayant 3 versions avec le même numéro, je pense que ça risque d'arriver souvent. Je crains que ça n'arrive souvent.
Pas plus qu'aujourd'hui, hein, puisque la version, le document Word, tu as le numéro de version à l'intérieur. À l'intérieur. On est bien d'accord, à l'intérieur, mais pas dans le libellé du document. Non. Et aujourd'hui, je rejoins Guillaume, hein, en tout cas, nous, c'est souvent, on l'a, les 3 quarts du temps, on a le numéro de version accolé à la référence pour être sûr que justement, quand on l'envoie, c'est bien contenu dans le nom du fichier. Absolument. Ok. Bon, là, en l'occurrence, vous avez le numéro, hein, mais c'est Alfresco qui le donne. Mais on essaiera de voir comment faire pour faire V quelque chose sur le. Ouais, ça serait parfait. Excusez-moi, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en général, moi, je travaille sur une nouvelle version avec le client sur un document qui est dans mon PC. Et je fais manuellement le choix de mettre V1, V2, V10, V12. Et le fait de le déposer dans Alfresco, c'est simplement pour être sûr qu'on puisse partager cette dernière version, mais pas pour la nommer avant de travailler dessus avec le client ou de lui envoyer. Donc moi j'aurais tendance à dire c'est mieux que ça soit à nous, manuellement, de mettre un numéro de version dans le libellé du fichier. Mais oui, mais c'est une fois c'est collaboratif, Christian, c'est-à-dire que tu devrais pas travailler en local sur ton poste. Normalement, tu es censé mettre dans la GEL pour que tout le monde puisse interagir sur le document et donc faire les montées de version et avoir les historiques de modifications. En admettant, Christian, que tu aies signé, est-ce que je nous souhaite tous, la version 6, tu dis, ok, monsieur le client, on a signé la PP machin chose, version 6. Eh bien, comment est-ce que Alexandra ou Laurence vont savoir que c'est bien la V6? Ça n'est indiqué nulle part dans Alfresco. Moi, je le mets pas, je le mets dans le libellé. Je mets même pas V6, je mets version finale. Je mets version finale pour être sûr qu'Alexandra, elle sache que c'est pas la V6 ou la V7 qu'il faut attendre, mais que c'est bien celle-là qu'elle doit prendre parce que c'est la dernière que le client a acceptée. Oui, mais c'est version finale. Je me suis rendu compte que toi tu déposes une V6 et personne ne te dit que c'est celle-là que le client accepte, hein. Alexandra, quand elle ouvre, elle voit 15 000 docs qui éventuellement sont aussi numérotés par Alfresco, et ça lui dit pas que c'est celle-là que le client a validée. Alors, le dernier, seule la dernière version apparaît. Il n'y a pas 36 000 versions, il n'y en a qu'une. Après, il y a l'historique du document sur lequel on a les versions qui ont été publiées. Si vous voulez avoir le numéro de version derrière, ça veut dire qu'il faut d'abord que vous publiez dans Alfresco le document, que vous téléchargez le document ensuite et que vous l'envoyez par mail à votre client. Donc ce serait dans cet ordre-là qu'il faudra le faire. Or, la plupart du temps, c'est vous envoyez le document et vous publiez après. Donc il y a un risque, c'est que ce ne soit pas forcément exactement synchronisé. C'est pour ça que, en l'occurrence, vous devez publier bien dans Alfresco toujours la version que vous envoyez à votre client. Voilà. Et c'est vrai que si vous faites d'abord l'effort de publier dans Alfresco, ensuite vous téléchargez le document et puis vous envoyez le document à votre client par mail, ou alors vous faites vous le partagez par mail en cliquant sur partager et envoyer par mail, si c'est faisable. Moi, ça marche pas, c'est une fonction qui n'existe pas. Bon ben voilà, donc vous êtes obligé de télécharger à chaque fois le document pour pouvoir l'envoyer par mail. Et au préalable, il faut d'abord déposer. À ce moment-là, vous aurez bien un numéro de version sur le libellé du document. Donc ça reste quelque chose encore à vérifier en termes de processus. Didier, c'est Pierre, dans le même sens là que tu évoques sur l'histoire du téléchargement avant d'envoyer par mail, est-ce qu'il existe un plugin dans Notes aujourd'hui ou dans une autre messagerie qui permet d'une pièce jointe transmise par le client de le poster directement dans Alfresco sans passer par un détaché bureau et télécharger dans Alfresco? Alors, nous avons décidé dans le cadre du projet que les documents qui rentraient dans Alfresco étaient renommés avec le numéro le numéro du projet en élément préalable, de façon à éviter les doublons et pouvoir retrouver les documents en étant certain effectivement qu'il n'y ait pas de problème. Alfresco est un système qui permet de pouvoir être branché directement sur l'arborescence de Windows. Dans l'arborescence Windows, on peut dire Alfresco et puis on voit tous les dossiers, etc. Sauf que Windows ne sait pas gérer le renommage des documents. Si on utilise cette fonction-là, eh bien, le renommage en fait qui est fait par Alfresco, Windows ne le voit pas.
Et au moment où il dit j'essaie de récupérer le document pour voir s'il a bien été chargé, il envoie une erreur, il dit le document n'a pas pu être chargé, donc il annule en fait la transaction. Donc il n'est pas possible, du fait de la règle de renommage, d'utiliser cette fonctionnalité de Windows, et donc d'Alfresco dans Windows plutôt. Donc ça, faut oublier, c'est pas possible. D'accord. Autre petite question, si je continue. J'ai cru comprendre, donc j'ai vu la liste de l'administrateur. On pouvait donc lister tout un tas de personnes, notamment je pense aux équipes avant-vente. Quand on va publier un appel d'offres ou un cahier des charges, est-ce qu'on peut s'assurer qu'en fait des personnes des avant-ventes puissent accéder aux documents? Et la question qui vient derrière, comment éventuellement on peut les informer de la publication de ce document dans l'espace documentaire sans avoir à leur repousser un mail manuel? Et est-ce que ça peut être fait par une notification? Je dois gérer un workflow, démarrer un workflow. Est-ce qu'il y a ce mode de notification à des personnes qui est un petit peu automatique? Non, alors les workflows oubliés, c'est des fonctions de validation documentaire, c'est des circuits complexes. C'est pas adapté à la question que tu poses. Par contre, c'est une fonction. Il n'y a pas de mail automatique en disant voilà, je notifie par mail dans Alfresco. Ça n'existe pas, pas à ma connaissance. Maintenant, je connais pas tout de Alfresco. Mais, par contre, il y a le fil, mais c'est pas suffisant, quoi. Ouais. Alors justement, est-ce qu'il serait possible de ne plus avoir ce mail automatique qui est envoyé là d'activité sur document? Mais il y a vous êtes abonné par défaut, vous êtes abonné au site sur lequel vous êtes, et donc vous avez un mail récapitulatif de l'activité. Mais c'est pas suffisant pour informer que le cahier des charges de Tartampion a bien été déployé, quoi. Surtout le mail d'alerte qu'on reçoit donne la liste de dossiers, mais il n'y a même pas le titre du dossier. Désolé, mais il y a quelqu'un qui fait un bruit, on n'entend pas du tout la question. Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Ouais, je disais que l'alerte qu'on reçoit aujourd'hui, en tout cas l'état actuel de moi, ce que je reçois de mon côté, c'est une liste d'actions en disant un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça, sur tel. Mais il n'y a même pas le numéro du dossier ni la référence, donc on ne sait pas ce que c'est. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des messages d'alerte qui nous concernent, parce que vu l'activité qu'il va y avoir, s'il y a une activité globale qui sort, l'idéal c'est d'avoir un message d'alerte qui concerne quand on est concerné par le dossier, quoi, parce que sinon. Vous pouvez vous désabonner du site, hein, sur l'action ici, là, vous avez la capacité à vous désabonner du site, et à ce moment-là, vous n'avez pas la notification concernant les ajouts qui ont été faits. Donc sur la partie gestion commerciale, désabonnez-vous. Par contre, sur peut-être, je sais pas, les documents types, restez abonnés de façon à pouvoir les avoir, quoi. Ou les documents contractuels, par exemple, les contrats types. Mais désabonnez-vous à ce moment-là de la gestion commerciale pour ne pas être notifié de l'ensemble des documents qui ont été publiés, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont faits, beaucoup qui sont créés, etc. Ok. Et Didier, toujours Pierre, j'ai une dernière question. J'ai cru voir éditer le document ou éditer les propriétés, c'est certainement autre chose. Est-ce qu'on peut faire un mode de coédition sur une proposition en doc publiée? Non. C'est une GED qui ne fait que de la publication de documents terminés. Voilà. Donc c'est pas de la coédition. Pour faire de la coédition, normalement, donc pour faire du travail collaboratif, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle IBM Docs, qui se trouve dans Connection, qui a été déployée il y a une semaine de ça. Malheureusement, Docs, c'est pas stable. Il y a quelques problèmes de stabilité. Je pensais que Wilfried aurait eu le temps, avant de partir en mission, de stabiliser le truc. Bon. Mais c'est un usage exactement identique à celui que vous pouvez connaître avec la gestion documentaire dans Google, hein, Google Docs, ça c'est pareil. Et donc vous pouvez travailler à plusieurs sur des documents, des tableurs, des documents Word, des choses comme ça, quoi. Non, d'accord, mais ça c'est donc Connection dans l'écran que tu avais avant là sur le document. Il me semble avoir vu éditer le document, mais ça tu dis que c'est le lié uniquement au propriétaire du document. C'est pas quelque chose qui se partage à plusieurs. Alors, éditer le document, c'est éditer les propriétés du document. C'est quelque chose qui est fait par les assistantes pour éditer la propriété, pour dire ce document, il est signé. Voilà, c'est des notices, en fait, correspondantes au document. Quand on est sur un document particulier, la notion d'édition, ici,
Pardon, je raconte des bêtises, c'est mettre éditer les propriétés. Pardon. Non, non, oublie ce que j'ai dit, pardon. Mais il n'y a pas d'édition en ligne comme. Éditer en ligne, là, ça marcherait pas. Tu vois, ouais, non, c'est pas fait pour quoi. Alors clair, Didier, aujourd'hui, pour que ce soit clair pour tout le monde, tout ce qui est collaboration n'est pas traité dans Alfresco, on ne traite dans Alfresco que on y dépose que des documents finis. On ne avec des dépose versions Alfresco que les différentes, documents simplement. finis. Absolument. Est-ce que je vois là dans modifier dans Google Docs, c'est quelque chose qui donne accès à quoi ça? Donc on est bien d'accord que c'est pas document final, les documents finis. Oui, vous dites publier simplement les documents qui sont les documents existants, voilà. Et vous, normalement, la partie collaboration, c'est Docs dans Connection, qui vous permettra de pouvoir vous aider à travailler en collaboration les uns avec les autres. À ceci près que pour l'instant, on a encore un déficit de stabilisation de plateforme. D'accord. Je vous propose de continuer. Oui. Ouais. En parlant des notifications, là, je reviens sur les notifications, Frédéric qui parle là. On utilise le même type d'espace avec Geodis pour partager nos propositions. Donc c'est un espace Alfresco. Et à chaque fois qu'on publie un document, l'ensemble des gens qui sont, on va dire, partie prenante du dossier, l'assistante, enfin tout ce qu'on a paramétré, reçoivent une notification comme quoi on a publié le document. C'est quelque chose qu'on pourra avoir, ça, ou ça donne de la réactivité quand même au système? Je ne pense pas que ce soit, je connais pas tout Alfresco, mais je ne pense pas que ce soit faisable, puisqu'on est, On l'a sur Geodis, hein. C'est un espace Alfresco, c'est le même. Hein. Mais c'est un espace, en fait c'est un site, et donc tu peux abonner à un site. Et là, en l'occurrence, le site, c'est l'ensemble en fait. C'est-à-dire que le site, c'est tout l'ensemble qui s'appelle gestion commerciale. Et donc l'action de s'abonner ou de se désabonner, c'est sur le site lui-même. C'est pas sur juste un petit document d'intérieur, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, d'accord. Merci. Je vous propose de continuer sur la deuxième partie rapidement. Il y en a pour 3 minutes, 4 minutes. Ça concerne le suivi des temps d'avant-vente. Donc, on a des affaires qui nécessitent des temps d'avant-vente qui sont vraiment importants. Par contre, ces temps d'avant-vente ne sont pas suivis au niveau de chacune des affaires. Alors, l'inconvénient, c'est que effectivement, on a des problèmes d'anticipation et de compréhension au niveau des DA pour savoir quels sont les temps d'avant-vente qui sont prévus, combien de jours, etc. Ça, c'est un premier point pour vérifier au niveau de l'activité. Et le deuxième, c'est que c'est un petit peu c'est le problème de la valorisation de l'affaire où ces temps d'avant-vente ne grèvent pas la rentabilité de l'affaire. Donc pour travailler sur ces deux points-là, donc on a décidé au niveau du comité de direction que les temps d'avant-vente sur les projets, les temps d'avant-vente qui nécessitaient plus de 10 jours sur les projets, donc devaient être suivis en avant-vente. Je dis bien, donc quand on pense que l'avant-vente dure plus de 10 jours, et non pas lorsqu'un projet dure plus de 10 jours, bien sûr. On parle bien des temps d'avant-vente. Donc, ces temps d'avant-vente, il faut qu'au niveau des avant-vendeurs, on puisse estimer les temps de façon que ça puisse être communiqué au niveau du commercial pour dire cet avant-vente-là en particulier, je vais avoir plus de 10 jours pour pouvoir faire l'avant-vente. Donc c'est un nouveau processus qu'il faut mettre en œuvre et le commercial va pouvoir dire au niveau de l'affaire, va dire cette affaire-là est suivie en avant-vente. Bon, les avantages que nous allons avoir, c'est la valorisation de l'avant-vente dans l'analyse de la rentabilité du projet, ça va être indiqué du coup clairement, et puis on a une meilleure évaluation des temps d'avant-vente puisque du coup les gens vont voir que ça pourrait être une activité sur telle avant-vente ou sur telle autre avant-vente de façon peut-être un peu plus simple. Le mode opératoire, quel est-il? Donc, l'avant-vente évalue la charge d'avant-vente. Le consultant, il dit, voilà, je vais avoir plus de 10 jours ou je vais avoir moins de 10 jours. Je vais avoir plus de 10 jours d'avant-vente, donc j'informe le commercial de cet état de fait. Le commercial, qui a déjà numéroté l'affaire, à ce moment-là, il va dans Sugar et il coche la case qui est donc suivre les temps d'avant-vente de cette affaire. À ce moment-là,
au moment de l'interface entre Sugar et le reste du back-office. Donc vous allez avoir la création automatique de l'affaire en base CO. L'affaire va être créée automatiquement et l'assistante va pouvoir affecter les collaborateurs au niveau de cette affaire. Et les collaborateurs donc auront la capacité à pouvoir à ce moment-là pointer leur activité d'avant-vente au lieu de les pointer sur les activités d'avant-vente génériques de chacune des agences, pointer directement sur l'avant-vente de telle affaire ou de telle autre affaire. Alors attention, seules les affaires qui ont été numérotées peuvent être générées en base CO. Comment ça se passe? C'est relativement simple. Ici, à partir du moment où il y a une affaire qui a été créée, on a une case à cocher, suivre les temps d'avant-vente dans cette affaire, et voilà. Et à ce moment-là, l'affaire est créée automatiquement dans la base CO. C'est très simple à faire. Bon, je ne vous fais pas la démonstration, mais c'est exactement le processus opératoire qui est à réaliser dans Sugar. Donc là, suivi des temps d'avant-vente pour l'affaire, le processus, la création, et on retrouve ici l'affaire exactement la même, avec le même numéro de proposition, le même libellé également que celui qui se trouve être dans la partie Sugar. Pour les assistantes qui sont présentes, alors l'affaire, ça concerne les assistantes, c'est leur travail. L'état de l'affaire doit rester en cours pour que le personnel affecté puisse pointer son activité, donc en avant-vente. Si l'affaire est signée, on ne peut plus pointer son activité en avant-vente. Donc il faut que ça reste en cours. Les dates de début et de fin d'activité des affaires n'ont pas d'incidence pour la saisie d'activité. C'est libre. Dès que l'activité est affectée à un collaborateur et dès que l'affaire est en cours, à ce moment-là, on peut saisir l'activité en mode avant-vente. Ensuite, quand l'affaire est passée au statut signé ou abandonné dans la base CO, la saisie d'activité d'avant-vente alors n'est plus possible. Donc il y a un nouvel élément qu'il faudra bien mettre dans la base CO, c'est passer les affaires en mode abandonné quand elles sont perdues, ou perdues, hein, bien sûr, non, c'est abandonné, pardon, et quand elles passent en signé, à ce moment-là, on saisit l'activité de production. Tu veux dire qu'il faut qu'on utilise le statut abandonné au lieu de perdu? Non, mais ça, c'est pas dans Sugar, ça, c'est pour les assistantes, c'est dans la base CO. D'accord. De façon à fermer la possibilité de saisir en avant-vente. Alors, il n'y a pas des milliers d'affaires, hein, ça ne concerne pas des milliers d'affaires, mais ça en concerne quand même un certain nombre. Il faudra bien sûr fermer ces affaires d'une façon ou d'une autre. Ah, c'est pas automatique. Il faudra le faire manuellement par l'assistante. Ouais, c'est l'assistante oui, qui le fera. Christian, si on a investi du temps sur une affaire, automatiquement cette affaire-là, elle va avoir une suite. C'est soit elle va être gagnée, abandonnée ou perdue, et globalement, on doit quand même signifier la fin de cette affaire, ou le dernier statut en tout cas. Donc ça paraît logique. Ouais. Ce que je vais faire avec Elodie, je vais demander à Elodie de faire un rapport, qu'on fasse un rapport qui permette de sortir les affaires qui sont suivies en avant-vente et par agence. Ok, comme ça aidera tout le monde en termes de suivi. Oui, non, c'était simplement que si on avait mis dans Sugar le statut abandonné ou perdu et que ça avait automatiquement bloqué les saisies d'avant-vente dans la base CO. Ah, ça paraît logique. Alors, bon, ouais, mais bon. Ça évitait à l'assistante d'en oublier. Là, c'est qu'il faut être saisi d'activité, tu vois, entre le moment où c'est saisi et puis le moment où l'activité est saisie. Si tu saisis, par exemple, le mercredi, comme quoi c'est perdu, alors que le lundi et mardi, on a travaillé dessus, il faut qu'on puisse saisir l'activité en fin de semaine, quand même. Bon, c'est des petites règles de gestion comme ça. Donc, pour l'instant, on va voir, hein, mais pour le moment, on préfère faire en sorte que ce soit encore ouvert. Il suffit de définir, Didier, que les affaires qui ont un statut abandonné ou perdu ou signé, automatiquement c'est le lundi que globalement les gens travaillent dessus. Le signé sera vite mis à jour, enfin c'est pas un débat, c'est que quand l'affaire est abandonnée ou perdue, qu'on le fasse au plus tôt le lundi de la semaine suivante. C'est ça? C'est ça, un peu pour la base CO, oui, tout à fait, c'est ça. Une info à partager rapidement aussi. Hein, donc, ouais. L'information est à faire rapidement, mais il faut que les collaborateurs, les consultants d'avant-vente, aient le temps de saisir leur activité. Et là, ces activités, c'est le vendredi. Donc, si tu peux trop tôt, ils ne peuvent plus saisir. Donc, c'est pour ça que l'assistante, effectivement, le fasse le lundi de la semaine d'après.
Avant de vous céder la parole pour une autre série de questions-réponses, je pense à deux choses. Donc, en termes de déploiement, donc c'est déployé, c'est utilisable dès à présent. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, les affaires en cours, vous déployez dans Asfresco, donc vos propositions, vos analyses de rentabilité, vos fiches go-no-go. Il n'y a pas de reprise de l'existant dans le sens où n'allez pas saisir toutes les affaires depuis le début de l'année et les mettre dans Alfresco. On va faire ça, on fait un déploiement des nouveaux documents simplement. Donc les nouveaux documents, vous les déployez. On fait ça comme ça. Ça va être assez rapide d'avoir l'ensemble à jour. Il n'y aura pas trop de soucis à ce sujet-là. Donc on fait ça au fil de l'eau. Hein. Ne faites pas trop de reprises d'il y a 3 mois. Ça sert à rien. Les documents commerciaux sont déjà connus et partagés avec les différents acteurs. Ok. Avez-vous des questions? Ouais, j'ai une oui Didier, moi du coup j'en ai une. C'est Paolo à l'appareil. Parce que là je vais pouvoir mettre mon application de cet après-midi, parce qu'on a un dossier sur lequel je dois faire une qualification et une fiche de go-no-go. C'est juste une question à mon avis esthétique, mais ça veut dire que d'ores et déjà je considère qu'on va faire une réponse. Parce que si j'ai bien compris, c'est à partir du moment où il y a un numéro de proposition qu'on peut déployer des documents. Donc la fiche de go-no-go, je pourrais pas la mettre si j'ai pas un numéro de proposition. Ah, mais de toute façon, la fiche de go-no-go, quoi qu'il arrive, il faut mettre un numéro de proposition dessus pour l'envoyer. Ne serait-ce que pour établir la fiche de go-no-go. Polo, juste pour bien expliquer les choses. Auparavant, on ne générait un numéro de dossier que quand on rentrait en phase dite de proposition. Maintenant, n'importe quel step du cycle de vente et dès la phase identification, ce qui est le cas de ton dossier reçu ce matin, on vient juste de le recevoir. On sait que c'est un gros dossier, qu'il y a un beau sujet à faire dessus, il va falloir qu'on rentre en qualification sur ce dossier. Eh bien, dès maintenant, tu peux créer l'affaire, tu peux demander à générer de suite le dossier, et générant de suite le dossier, tu pourras de suite déposer le cahier des charges et la fiche de go-no-go ASAP dès que c'est créé. Didier, on est bien sur du temps réel, on n'est pas à J+1 là. Non, on est sur du temps réel, hein, la démonstration a été faite. Donc voilà, donc t'as pas... Dès que vous numérotez l'affaire, voilà, il faut bien comprendre tous, vous séparez totalement la génération du numéro de dossier du step proposition. Aujourd'hui, le numéro de dossier va sortir très tôt, et c'est ce pivot-là qui va nous servir en termes de gestion. Donc en gros, dès qu'on crée une opportunité dans Sugar, on peut considérer que ça crée un numéro de dossier. Hein. Tout à fait. Donc ça devient un truc automatique. C'est dès lors que on décide de répondre et donc on numérote la proposition. Il faut d'abord numéroter la proposition avant que. Enfin, c'est la numérotation de proposition qui fait l'acte de création de la gestion commerciale. Didier, sépare bien les choses. C'est pas parce que tu crées le dossier que tu vas y répondre. On crée un dossier, à partir de là, on va générer automatiquement un numéro de dossier. C'est pas parce que je génère un numéro de dossier que je me dois de répondre. On est bien d'accord là-dessus. Okay. Non, je suis en stage. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. C'est dès lors que je génère un numéro de dossier. Et voilà, et après, ça me permettra d'avoir un numéro de stockage. Est-ce qu'on peut pas automatiser la création de numéros dans Sugar dès qu'on crée une OPI hein? Oui, est-ce que ça revient à ça en fin de compte? Bah oui. Parce que là, si on prend l'exemple d'une AT, j'imagine qu'on va mettre aussi par exemple la demande, la qualification, et puis ensuite le devis, et voire même peut-être pourquoi pas le CV envoyé. Ouais. Donc ça voudrait dire que dès qu'on crée une OPI, ça pourrait avoir un numéro. Par exemple, dans les campagnes marketing, etc. Les affaires sont créées, mais derrière il faut, les leads, hein, il faut les traiter quoi. Donc on va pas créer le numéro à chaque fois. Je pense pas que si t'as pas de numéro, t'as pas de dossier. Si t'as pas de dossier, tu mets pas la fiche go-no-go. Hein. Ouais, en clair, il faudrait créer au step qualification, peut-être pas en identification, mais dès qu'on est dans le step qualification. C'est-à-dire dès que le commerce prend la suite par rapport à ce qui peut être initié par rapport au marketing ou des affaires qu'on a pu identifier qui sont très très loin, mais dès qu'on rentre dans le step qualification, il faudrait automatiquement création d'un dossier. Dès que je suis en qualification ou des niveaux au-dessus, automatiquement, il faudrait création d'un numéro de dossier.
Voilà, Bah, donc, sinon, au moment où- faudrait créer un numéro de dossier à partir du moment où il y aura un document quelconque qui sera créé sur cette affaire. Parce qu'en effet, il y a des leads éditeurs que l'on crée, qui sont issus soit de campagne, soit de les leads entrants IBM, sur lesquels il n'y a pas forcément besoin de d'avoir un numéro de proposition, puisque jamais rien ne sera fait dessus au fur et à mesure de la qualification de l'affaire, et rien ne sera produit en termes de documents. Donc je pense que créer automatiquement des numéros de proposition dès la création de l'affaire, je pense pas que ce soit opportun. Mais par contre, dès qu'on aura un document qui sera produit sur cette affaire, il faudra automatiquement du coup créer le numéro de la proposition. Je pense qu'on a un problème de sémantique, soit parce qu'il y a un numéro qui a une proposition. Il faudrait mieux parler, comme d'aucuns l'ont dit, d'un numéro d'affaires. Une affaire, quel que soit son stade, elle doit exister de façon, comment dirais-je, non discutable. Et son libellé peut changer selon que ce soit le centre de production ou le commerce ou que sais-je qui en parle. Par contre, on se retrouve tous sur un numéro qui est le numéro Sugar. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Donc on parle bien de la même chose. Bon, moi, ce que je vous propose quand même, c'est que effectivement, dès lors que vous avancez dans le processus de qualification de l'affaire, vous décidez à ce moment-là d'aller plus loin, et c'est un acte volontaire d'aller numéroter l'affaire et de créer l'arborescence de rangement. Il y a des affaires qui vont arriver sur lesquelles peut-être qu'il n'y aura rien du tout qui va se passer, donc effectivement, c'est peut-être pas la peine de le faire. Donc pour l'instant, on va le laisser avec un acte volontaire de création documentaire, donc d'arborescence, c'est la numérotation. Je numérote l'affaire, dès lors que l'affaire est numérotée, je vais pouvoir déposer mes documents dans l'arborescence. C'est comme si vous l'avez en vente. Ok. Voilà. Si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est déjà 3 heures moins le quart. Didier, Pierre, j'ai une petite question. Ça n'a rien à voir directement avec les propositions commerciales, mais par rapport à ce référentiel du coup documentaire, est-ce qu'on va l'utiliser également pour les CV? Okay. Les CV, alors pour les CV, vous avez une nouvelle application qui s'appelle CV Online, qui est une application, qui est en cours de pilote à Rennes et qui va être déployée là d'ici avant la fin du mois, globalisée pour l'ensemble des collaborateurs d'AICI. Et donc l'objectif de cette application, c'est que chacun puisse avoir le CV à jour et renseigner et générer un document papier qui s'appelle CV qu'on va pouvoir donner au niveau des clients. Donc le CV, c'est une autre application qui est dans le portail. Et actuellement, donc c'est en cours de pilote sur Rennes. Là. D'accord. En fait, la dernière grosse, pour compléter ce que dit Didier, la dernière grosse étape, c'est justement la récupération des CV actuels pour alimenter cette application. Donc il y a des choses qui sont en train de se voir là pour faciliter le plus possible la reprise d'informations dans la nouvelle application. D'accord. Parce que les enjeux sont les mêmes en termes de partage et d'accès. Je pense qu'on est sur les mêmes enjeux que les propositions. Voilà, tout à fait. Ouais. Sauf que là, en l'occurrence, c'est l'alimentation au fur et à mesure des nouvelles missions. Le collaborateur le fera dans la base effectivement CV, dans CV Online, et les documents, n'importe qui peut accéder aux compétences sur le CV et générer le document en mettant les références qui sont les plus intéressantes par rapport à la cible. Donc on met en valeur effectivement les compétences de la personne. Donc il y a N CV possible pour la même personne, quoi.